Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de podculture.fr. Moi, c'est Benji et je suis accompagné de Clément. Coucou tout le monde. Oui. D'Anthony. Bonjour. Et d'Alex. Hello, hello. Alors, on va changer un petit peu les règles du podcast pour cette saison 2, pour ce premier épisode, en vous proposant quelques petites recommandations de notre cru. Et on va commencer avec Alex. Ok, on commence par moi. J'étais pas du tout prêt, mais c'est pas grave. Alors, pour la petite recommandation, je vais partir sur de l'animé, une série d'animation que j'ai découvert récemment, mais qui date de 2018 et qui s'appelle Sora Yori Moto Ibasho. Alors, c'est une traduction pas en français, mais en anglais, qui s'appelle A Place Further Than the Universe. Donc, une place qui est au-delà de l'univers. Et c'est une série d'animation qu'on peut trouver sur Crunchyroll, donc service de streaming. Vous pouvez regarder pas mal de films d'animation, de dramas. Et donc de séries en ligne. Et donc ça parle de quoi? Ça parle en fait de Shirase, qui est une jeune lycéenne, et qui est une fille d'une célèbre exploratrice qui a disparu en fait en Antarctique. Et comme elle est persuadée que sa mère est vivante, elle va essayer de tout mettre en œuvre pour partir et intégrer en fait une expédition qui doit repartir en Antarctique, une expédition japonaise avec des gens qui sont, il y a des scientifiques mais aussi qui sont en fait d'assaut, enfin d'organisation, d'ONG. Et donc en fait on va suivre un petit peu ce qu'elle fait pour participer à cette expédition. Elle va rencontrer d'autres filles à son collège, parce que c'est une fille qui est assez esseulée, et d'autres filles qui ont aussi envie de partir, de partir en voyage et aussi de se découvrir elle-même. Et donc c'est un style un peu, on va dire, tranche de vie, ce qu'on appelle slice of life, mais il y a aussi un peu d'aventure. C'est pas mal comique, mais sans être de gros gags. Mais il y a aussi un petit peu de juste ce qu'il faut en fait de drame, et c'est vraiment une série qui fait du bien. Il y a 13 épisodes. Et l'animation est vraiment sympa, le chara-design aussi des différents personnages fonctionne bien, elles ont chacune leur identité, et c'est vraiment quelque chose qui fait une bouffée d'air frais, qui fait du bien, c'est un appel à l'aventure, et qui est fun, et puis voilà, qui parle aussi un petit peu d'accepter à faire le deuil, mais d'une jolie manière. Les chansons qui sont insérées, les intersongs dans l'animé sont bien trouvées, elles arrivent toujours au bon moment, notamment une qui ne peut que émouvoir. Donc voilà, donc c'était une très belle découverte pour moi. Donc A Place Further Than the Universe, disponible sur Crunchyroll. Et je le conseille beaucoup, ça se dévore très rapidement, je vous dis 13 épisodes de 20 minutes. Et voilà, donc série de 2018 qui vous permettra de partir un petit peu avec ces jeunes lycéennes en Antarctique, avec les pingouins, mais pas que. Et voilà, donc ça c'est, on mettra je suppose les liens dans le podcast. Donc voilà, c'est ma recommandation de ce mois. Parfait, je te remercie. Anthony, qu'est-ce que tu as à nous recommander? Alors moi, ces jours-ci, je suis sur un RPG qui vient de Chine, qui s'appelle Xuanyuan Sword 7. Je ne garantis pas la prononciation, malheureusement je ne connais pas du tout le mandarin. C'est un action RPG qui prend place dans la mythologie chinoise. Il y a une petite influence d'histoire des Trois Royaumes, qui a donné lieu à des centaines, des milliers de films, de livres et de bandes dessinées. C'est sorti l'année dernière sur PC, je crois que c'était en octobre 2020, et ça sort ces jours-ci sur Xbox One et PS4. Je peux pas te donner la date exacte, puisque certains revendeurs l'annoncent le 30 septembre, d'autres l'annoncent le 12 octobre, donc on verra. Dans tous les cas, c'est une très bonne surprise, c'est vraiment une très bonne surprise, parce que d'abord c'est le 7e, enfin c'est vraisemblablement le 7e, où apparemment il y en a plusieurs, il y a des spin-offs dans cette série. Qui est mené par un studio de développement qui s'appelle Domo Studio. Mais je crois bien que c'est le premier qui sort en Occident. Et sa particularité, c'est que, bien qu'il soit un RPG asiatique, il s'inspire principalement de la structure des RPG occidentaux. Beaucoup l'ont comparé à The Witcher 2, notamment, parce qu'il reprend sa structure de petites zones relié par des couloirs, en gros. On est libre de se balader, mais c'est pas un monde ouvert comme The Witcher 3. Donc ça raconte l'histoire d'un guerrier qui s'appelle Taishi Zhao, qui se retrouve un peu dans une situation compliquée, puisque sa sœur, dont il prenait soin depuis son enfance après la mort tragique de leurs parents, se fait assassiner par un monstre. Particularité, magie oblige,
elle n'est pas vraiment morte, elle devient une sorte de fantôme. Et le but du jeu de sa quête va être d'essayer de se venger et surtout de lui faire retrouver une forme physique réelle, pas de ne plus être un fantôme. Alors il y a des très grosses influences bien sûr de fantasy, tout en prenant place, tout en s'inspirant de l'histoire chinoise. C'est plutôt bien foutu, les combats sont assez dynamiques, ça se joue facilement. Techniquement, c'est pas exceptionnel, on sent que c'est un jeu qui a pas énormément de moyens, ça reste un petit studio, la Chine n'a pas encore les capacités de développement des AAA modernes, mais on sent qu'il y a quand même une volonté de s'en approcher. C'est bien raconté, il y a même une traduction française, enfin les voix sont en chinois, mais les sous-titres sont en français. Honnêtement, la traduction est pas toujours exceptionnelle, il y a quelques petites fautes de temps en temps, il y a même parfois il y a des mots qui disparaissent tout simplement du sous-titre, mais ça reste compréhensible et ça reste plutôt bien mené pour un jeu qui a sûrement pas un budget énorme côté traduction. On peut saluer au moins l'effort d'avoir proposé du français. Et du coup, je le recommande parce que c'est assez court, ça se termine en une quinzaine d'heures. Mais c'est une quinzaine d'heures tout à fait sympathique et ça fait plaisir en fait de trouver des RPG qui viennent d'autres horizons et qui aura des choses différentes à raconter. Voilà tout. Ok, super, je te remercie. Le fait d'insister sur le nombre d'heures peut être intéressant, mais on y reviendra plus tard. Clément, je te laisse nous donner ta recommandation et derrière, évidemment, enchaîner sur le sujet du jour. Très bien, merci beaucoup. Oui, alors on a parlé d'un jeu vidéo, on a parlé d'un animé. Moi, du coup, j'ai envie de vous parler d'un roman que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps et qui m'a vraiment donné beaucoup de plaisir. C'est un roman de Pierre Lemaitre. Alors, c'est un auteur que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sans doute Au revoir là-haut, qui est l'un de ses romans et qui a été adapté au cinéma il y a quelques années par Albert Dupontel. À l'époque, il avait gagné pas mal de César, ce film, donc ça a bénéficié quand même d'une bonne exposition. Et en fait, ce roman de Pierre Lemaitre s'appelle Mémoire de nos peines, et en fait, c'est la troisième itération d'une trilogie dont Au revoir là-haut est le premier volume. Alors du coup, c'est peut-être un peu compliqué dit comme ça, mais en gros, vous avez une trilogie qui s'appelle Les enfants du désastre, qui contient Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie, le second volume, et Miroir de nos peines, qui est le troisième, et le livre dont là, je vais vous dire quelques mots. Parce qu'en fait, chaque livre est interconnecté et partage avec ses voisins le sujet qui est l'entre-deux-guerres, en fait, entre les deux guerres mondiales. Mais c'est des livres qu'on peut tout à fait lire séparément et qui ont chacun leur propre histoire. Et donc, Mémoire de nos peines, c'est un livre qui commence juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale et qui, en fait, va suivre à travers le péripéties de personnages divers et variés, en fait, le moment où la France va être envahie par les Allemands et où, en fait, la guerre va être perdue de manière assez spectaculaire et assez rapide. Et en fait, Pierre Lemaitre a un talent incontestable. C'est un auteur qu'on présente plus trop parce qu'il a beaucoup d'années dans le milieu. C'est un auteur de polar à la base et là, en fait, il s'essaye un type de roman beaucoup plus entre l'historique et vraiment la fiction pure, en fait, parce qu'il y a des situations qui sont tout sauf réelles, quand bien même elles sont inspirées et étayées par des faits réels. Et c'est un bonheur à parcourir. Les livres sont gros, mais ils se lisent extrêmement bien. Tu as une fluidité narrative, tu as des personnages qui sont tous attachants. Enfin, vraiment un truc dans un système, dans un scénario qui est vraiment relié à la guerre de près, donc qui est pas toujours très drôle. Tu as une humanité folle qui se dégage de tout ce petit monde-là. Et voilà, c'est un plaisir de lire Pierre Lemaitre et donc Miroir de nos peines, qui est le troisième livre des Enfants du désastre. C'est une vraie recommandation que je vous fais parce que peu importe lequel des 3 livres vous allez lire, ce sera forcément bien. Et Au revoir là-haut, c'est parfait pour débuter. Mémoire de nos peines, c'est parfait pour terminer. Voilà. Lisez ces livres-là, c'est formidable. C'est parfait, je te remercie. On peut enchaîner avec le sujet du jour, qui est un sujet que j'ai proposé, donc je me permets de l'introduire auprès de vous. Ce sujet, c'est œuvres courtes et œuvres longues. Un sujet qui peut paraître, ma foi, pas très intéressant au premier regard et pourtant il renferme bien plus que ce qu'on voudrait bien lui prêter. Parce que en fait, quand on dit œuvre courte, œuvre longue, ça renvoie déjà à la notion de temps, donc qui est a priori subjective. On se dit: «Mais pourquoi on parle de ça alors que quelque chose peut être, court pour l'un et long pour l'autre?» alors que c'est pas forcément quelque chose qui bénéficie d'un consensus universel et déjà pourtant on se dit on emploie tous ces expressions, c'est long, c'est court et on a une idée un peu globale d'une durée moyenne pour une œuvre. Alors
En plus, elle va varier selon les médiums, donc c'est pas toujours évident, mais on va dire un film, ça peut durer une certaine durée. Un livre, ça peut être assez long. Un jeu vidéo, sur 100 heures, ce serait plutôt long. Sur 3 heures, ce serait plutôt court. Mais alors, déjà, pourquoi on dit ça? Qu'est-ce qu'on peut en retirer, nous, en termes d'expérience, en fait? Qu'est-ce qui change selon qu'on considère une œuvre longue ou une œuvre courte? Est-ce que ça va influencer la manière dont ces œuvres-là sont construites? Et en coulisses, par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire qu'une œuvre soit longue ou courte? Est-ce que c'est simplement le reflet de la volonté de son auteur ou de son autrice? Ou est-ce que ça peut être aussi le reflet d'un système de production et d'une industrie pour chacun de ces médiums qu'on vient d'évoquer? Là, c'est un peu tout ça qu'on va passer en revue dans cet épisode et j'espère que ce sera aussi intéressant que ça l'est dans ma tête. Et du coup, pour ouvrir cet épisode, on peut commencer par la question qui se présente à nous en premier lieu, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est long ou court? Sur quoi on se repose? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, les amis? Je vous laisse la parole. Alors, ce qui est long, ce qui est court, bah oui, déjà, ça dépend complètement des œuvres, du type d'œuvre. La question n'est pas la même pour un film, n'est pas la même pour un jeu vidéo, mais je pense que c'est une question qui est très importante actuellement, puisque je sais pas si vous avez en tête il y a quelques années, tournait beaucoup sur Internet un petit graphique qui parlait du temps de disponibilité dans la consommation des œuvres culturelles, où on réalisait en fait que plus on avance dans la vie, plus on a les moyens d'en consommer. Et bon, c'est un peu bâtard comme mot de dire consommer, c'est très produit, mais bon. Plus on a des moyens justement d'accéder à la culture, moins on a de temps pour en profiter. Parce que travail, parce que famille, parce que projet personnel, etc. Par exemple, on est là réunis pour faire un podcast au lieu de lire un livre ou de regarder un film. Eh oui. On est toujours dans le produit culturel. Oui, c'est vrai, on est là pour en parler après l'avoir consommé. C'est beaucoup de travail. Non, mais moi, ça m'inspire que ce sujet, c'est plus que ma perception personnelle, c'est plus l'influence de l'industrie sur ce qui nous semble court ou ce qui nous semble long. Parce que je pense qu'il y a des normes qui se sont installées au fur et à mesure pour les différents types d'œuvres. Et non, c'est plus ça en fait. Pour moi, c'est pourquoi on considère que c'est long, pourquoi on considère que c'est court. Et pour quelle raison, puisque un film de 2 heures est à peu près un standard aujourd'hui, il y a 30 ans, un film de 2 heures, c'était très long. C'était très long. Ouais, moi je rejoins un peu Anthony, c'est un peu pareil. J'avoue que je me pose pas forcément la question en fait. Peut-être que le jeu vidéo va être un peu différent, puisque je pense que c'est là où il y a les amplitudes en fait qui sont la plus grande en fait finalement en termes de durée sur le jeu vidéo, sur les films forcément, mais je veux dire en général un film, en tout cas pour les longs métrages, ça va quoi? Ça va être ça à partir de 1h15, 1h20, après ça peut aller très loin, mais je veux dire ça fera toujours moins d'heures que les grands écarts que tu peux avoir dans le jeu vidéo. Tu peux avoir des jeux qui se font en 2 heures par exemple et d'autres qui se font en une centaine d'heures. Et là forcément, d'une pratique personnelle, je vais me poser la question avant de me lancer dans un jeu parce que comme dit Anthony, on n'a pas forcément le temps pour tout. De toute manière, on n'a pas le temps pour tout, hein, ça c'est normal. Et tant mieux, c'est ça qui permet de faire des choix aussi. Hein. Si on pouvait tout faire tout le temps, peut-être qu'on se ferait chier au bout d'un moment. Désolé pour le mot, mais en fait c'est ça. Et ça m'arrive vraiment d'essayer de me renseigner pour le coup vraiment sur une durée, combien de temps fait un jeu pour me dire non voilà, je sais que par rapport à quand j'étais étudiant, où je pouvais m'enfiler plein de jeux qui prennent vraiment du temps, enfin qui prennent au moins plus d'une cinquantaine, soixantaine d'heures, je pouvais m'en caler plusieurs par an. Maintenant je sais que non, si je dois investir, c'est fou d'ailleurs, j'emploie inconsciemment le mot investir. Si je dois investir vraiment du temps dans un jeu, et bien je vais me dire non, des jeux longs comme ça, je vais pas pouvoir en faire 4-5 par an de trucs qui me prennent 100 heures, quoi. C'est pas possible. Et alors que pour le reste, je vais quand même être, pour le coup, plus fonctionné par rapport au si l'œuvre m'intéresse ou pas. La durée sera pas vraiment là, donc je me pose pas ces questions-là, mais effectivement, c'est plus au niveau de, comme le disait Anthony, au niveau de comment le produit, c'est vrai que c'est un mot barbare de dire produit, mais malheureusement, toute œuvre d'art, à partir du moment où elle est proposée, elle est souvent produite, manufacturée, ça, faut pas se le cacher. Et justement, comment en fait comment l'industrie imprime là-dessus et comment à force de l'imprimer au niveau des créateurs, enfin je veux dire c'est inconscient. Quand on touchera à la phase créative, il y a des créateurs qui même inconsciemment de toute façon vont être calibrés d'une certaine manière pour. Je dis pas si ce sont tous le cas, tout est tous le cas, mais ça va arriver souvent. Et même nous en tant que public, on se pose même plus trop la question. Pour prendre l'exemple d'Anthony, effectivement maintenant un film de 2 heures ça vous paraît logique.
Il y a quelques années, en fait, en général, la durée d'un film, c'était 1h30. Et après, dès que ça dépassait 2 heures, on disait, ah ben c'est un film qui est déjà plus long. Donc voilà, et pareil pour la durée même pour les livres, en fait, on parle de gros pavés, c'est une expression qu'on peut employer, mais je veux dire, il y a un nombre de pages, on dit que c'est un livre standard, et puis après, maintenant, le fait qu'il y ait des livres ou des grandes sagas qui se déploient sur plein de tomes, parce que quelque part c'est ça, hein, c'est une histoire qui est morcelée, mais ça reste un gros pavé, un peu comme pour le format de certaines mini-séries, tout ça. On se pose un peu moins la question, donc c'est vraiment comment on est impacté justement enfin, quel est le système qui a été mis en place qui fait qu'on se pose des questions avec justement, je pense, le jeu vidéo qui a une place un peu à part, et je pense que c'est là que la question de la longueur et de la durée est encore plus pernicieuse, j'ai l'impression, peut-être qu'on va y revenir plus tard. C'est un cas ouais, c'est un cas un peu différent, je pense. Il y a des passerelles, mais je pense que c'est un peu différent du reste des autres médias, en fait. Je te rejoins totalement, Denis, là-dessus. Pardon, Denis. L'habitude des pseudos. Oui, voilà. Alors, non, mais c'est vrai, c'est ma faute. On va dire ça. C'est vrai que Alex Donny Jeep, oui, voilà. Non, c'est vrai que Voilà. c'est vrai que c'est plus pratique. Donc, vous pouvez l'appeler Donny Jeep. On verra. C'est comme vous voulez. Je m'en formaliserai au pas. bon vouloir. Mais je te rejoins totalement justement pour ce côté allouer du temps à des œuvres de fiction, peu importe quelle qu'elle soit. Parce que, oui, c'est ça, comme disait Anthony, quand on rentre dans la vie active derrière, il est difficile de trouver du temps pour tout, entre le travail, entre la vie de famille et autres. Et pour autant, derrière, malgré tout ça, on arrive, cependant pour certains d'entre nous, à toujours se plonger dans des œuvres plus ou moins longues, notamment le jeu vidéo, comme tu le soulignais, Denis, pour profiter d'expériences plutôt longues pour par exemple des JRPG ou des RPG tout court. Mais je pense que ça en vient de la sensibilité de chacun. C'est surtout ça en fait, avec ce que vous venez de nous dire. C'est surtout la sensibilité de chacun et le temps que les gens ont à allouer face à ces œuvres. Et c'est pas évident pour chacun de se dire bon bah tiens, ce soir je me pose par exemple devant un film de 2 heures, comme je me pose devant une série ou une sitcom de 20 minutes, parce que bah, j'ai que ça comme temps, le temps de manger, et après je vais m'occuper de mes enfants, enfin peu importe, mais c'est tout le principe de ce podcast justement, enfin en tout cas de cet épisode, de se poser la question, est-ce que la longueur va influer le choix du spectateur, du joueur, face à une œuvre donnée? Et oui, ça a l'air assez évident parce que vous le relevez tous les 3 que, justement il y a une espèce de dimension, sociétale, une espèce de norme qui fait que le temps qu'on a à peu près le temps d'allouer à chaque loisir est limité, et en ce sens, il y a une espèce de standardisation, une espèce de norme pour dire: «Ça, c'est plutôt, un volume de temps acceptable» entre guillemets, ou «Ça, c'est plutôt plus court, ça, c'est plutôt plus long». Et ça se retrouve en fait sur tous les médiums à des niveaux divers. Typiquement, là je pense au cinéma parce qu'on en a parlé, il y a pas si longtemps, j'ai hésité à aller voir, Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. Heu, c'est le cinéaste qui a réalisé, Sense8 ou Asako, si ça vous dit quelque chose. Vous pouvez y aller, Le c'est des très super grand films. cinéaste. C'est des vraiment super films. On pourrait les classer dans les recommandations, mais on a passé les recommandations, mais Puis vous on va pouvez aller en voir faire ces plein des films-là. recommandations perlées comme ça. Je l'ai pas encore vu, mais Asako était vraiment excellent. Asako, c'était très, très bien, ouais. Mais typiquement, Drive My Car, il fait 3 heures. Et je me suis dit: «Oh, est-ce que j'ai la foi d'aller me lever le samedi matin pour aller à la séance de 10 heures, voir un truc de 3 heures?» J'ai fait: «Ah», j'ai un peu hésité et finalement, j'y suis pas allé et c'est terrible. Donc, mais je le regarderai dans le confort de mon logis, en VOD. J'ai vu que ces films étaient toujours dispo. Mais en tous les cas, ça m'a fait me questionner et ça m'a fait renoncer, à aller au cinéma à un moment donné. Tandis que, récemment, j'ai vu, Les Méchants de Mouloud Achour et de Dominique, quelque chose dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Qui est pas un film très long du coup, qui fait 1h20 tout rond, et quand bien même c'est pas un film exceptionnel de mon point de vue, heu, j'ai vraiment senti qu'il faisait entre guillemets qu'1h20, mais il va au bout de ce qu'il veut dire, c'est pas le problème. Mais vraiment la perception que j'ai eue de ma séance a pas été la même, et le fait de me dire: «Je vais voir un film comme ça» ou un film de Quentin Dupieux qui fait la plupart du temps 1 heure et quart, c'est vraiment une sensation différente, et en fait,
même j'ai l'impression que le rythme de l'œuvre est vraiment à relier à sa durée. C'est-à-dire il n'y aura pas forcément le même parti pris narratif quand tu as un film qui fait 1 h 15 par rapport à un film qui fait 3 heures. Et ça se recoupe avec ce que disait lui-même Quentin Dupieux en interview, quand il parlait de la séance de cinéma comme d'une prise d'otage, en fait. Et il disait moi, je veux que la prise d'otage soit la plus courte possible. Donc, du coup, c'est vraiment sa vision et son envie d'auteur de faire des films pas très longs qui vont d'un point A à un point B et qui se restreignent, si on peut dire restreindre, au minimum pour que justement ils soient pas très longs et pas risquer d'avoir des temps morts. Alors que dans le même temps, tu as des films qui vont volontairement durer vachement longtemps. J'ai un exemple en tête, c'est le Blade Runner 2048 de Denis Villeneuve, qui pour le coup est un film long, qui fait 2 heures 3 quarts 2049, presque. mais 2049 On n'est pas une année près, 2048, c'est le préquel qu'on n'a pas eu. Je suis un an Il de était retard. très lent, mais je pense qu'on l'a jamais vu. Eh ben, ce sera 2049. En tout cas, il fait 2 h 45, je crois, le film, ou quelque chose comme ça. Et c'est un film qui volontairement prend beaucoup son temps, qui est assez contemplatif, qui laisse le spectateur ou la spectatrice vraiment se projeter dans cet univers-là. Et c'est une expérience très différente. Et comment dire, faut être dans un mood un peu différent pour apprécier les choses en fonction de si elles prennent leur temps ou pas. Et je crois que ça joue vraiment ça peut jouer vraiment sur la perception qu'on a d'une œuvre et sur le type de ressenti qu'on va avoir. Typiquement, un jeu qui fait 2 heures ou un jeu qui fait 100 heures, déjà, on va pas passer la même durée sur le long terme avec lui. Et puis, on en tirera quelque chose d'assez différent. Du coup, ça m'intéresserait de savoir, vous, si vous avez un petit peu des souvenirs ou des expériences comme ça d'œuvres avec lesquelles vous avez passé beaucoup de temps sur la durée ou au contraire, un moment très court de votre existence, mais qui vous a profondément marqué. Non, bah alors déjà, juste par rapport au cinéma, je comprends tout à fait la phrase de Dupieux. Moi aussi, dans ces films, je préfère être retenu en otage que peu de temps et être retenu en otage par Hamaguchi bien plus longtemps, pendant 4 ou 5 heures, ça me pose pas de soucis. Donc tu vois, comme quoi, Non, mais oui, voilà, on choisit les prises d'otages qu'on veut. Et mais justement, sur cette question, pour revenir sur la phrase de Dupieux, qui forcément fait beaucoup parler, hein, c'est le personnage qui veut ça aussi. Moi, il y a quelque chose qui me gêne dans cette déclaration, c'est que la volonté de faire des films courts n'aboutit pas forcément à la perception qu'il imagine. Tu parlais de perception, Clément. Ce qui est intéressant, c'est justement, tu mettais ça en parallèle avec Blade Runner 2049. Je pense que la perception individuelle, elle diffère complètement selon les personnes, mais elle est pas forcément en corrélation avec la longueur du film. Parce que l'impression de longueur ou de durée d'un film dépend entièrement de son rythme, de notre capacité à nous imprégner de l'ambiance, de ce qu'il raconte. Moi, si je parle, tu voulais des exemples personnels, Blade Runner 2049, ça dure plus de 2h30. J'ai pas vu le temps passer. J'étais scotché dans la salle de cinéma. Et à la fin, j'étais même si j'en avais encore envie. Je voulais que ça dure plus longtemps. Je voulais que le film vraiment, il m'en raconte encore plus. Parce que j'étais complètement dedans. Inversement, il y a beaucoup de films de Quentin Dupieux, j'ai été voir au cinéma. Indépendamment de ses qualités qu'on peut reconnaître, et je les reconnaîtrai toujours. Il y a beaucoup de films où l'heure 15, 1h15 à peu près, me semblait durer 3 heures. 1 heure, c'était déjà trop. Ouais. Je te rejoins totalement sur ça, Anthony, parce que j'ai beaucoup apprécié le cinéma de Dupieux. Il y a certains films où tu te dis, non, c'est pas possible que le film ait duré que 1h15. Et d'ailleurs, oui, il y a ça. Après, il a un rythme très particulier, et c'est aussi sa patte. Pourtant, ça fonctionne parfois. Hein. Je crois, il y a juste un film de sa part, que j'ai réellement apprécié. Je dirais pas aimé parce que je le reverrai pas forcément, mais il y a juste Au Poste que j'avais trouvé plutôt bien foutu. Les autres, je suis pas fan du tout. Oui, c'est pour ça que ça me gêne sa déclaration, parce que il prend en fait la durée de l'œuvre comme une valeur absolue qui signifierait énormément de choses, alors qu'en réalité, pour moi, tiens, voilà mon avis sur le sujet. La durée d'une œuvre, en fait, sauf le tas du jeu vidéo qui effectivement est très à part. Pour moi, la durée d'une œuvre, en fait, n'a aucun intérêt en tant que tel, parce que c'est ce que l'œuvre va raconter pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, ou même pendant 200, 300, 400 pages, qui me semble plus important que de savoir si c'est long ou si c'est lourd.
Après, ce que disait Clément, c'est que des fois, paradoxalement, tu peux passer à côté justement de ce type d'œuvre parce que tu te dis, pour une question de temps en fait, de te dire, ben voilà, est-ce que je peux pas me caler 4 heures de film de. En plus, Samaguchi, c'est assez amusant et je pense qu'on peut peut-être en parler aussi, puisque c'est ce qui fait sans doute leur succès aussi, par exemple, à tout ce qui va être des séries télé et tout comme ça, qui a pris un peu le pas sur le cinéma parce qu'effectivement, dans l'absolu, c'est plus long qu'un film, mais comme c'est morcelé en épisodes, ça accroche plus en fait les personnes et tu peux en fait faire comme une sorte de routine ou même des fois même de cérémonial autour de regarder quelle série genre tout, voilà. Et ce découpage là fait que finalement des œuvres qui sont plus longues vont pouvoir en fait être consommées genre, ou absorbées, enfin voilà le mot est encore trivial mais c'est le cas. Visionner tout simplement. Mais visionner, ouais, mais il y a ce côté de consommation quand même. D'ailleurs, quand on voit les services de Ouais, c'est streaming, vrai. le fait que les services de streaming te proposent ou naturellement maintenant de passer les crédits et tout ça, c'est pour maximiser le temps que tu regardes en fait leur œuvre, tu vois. Ah ouais, ouais. Et pour quitter le côté cinéma, avant de revenir en plus, tu parlais de Hamaguchi, c'est amusant parce que si tu prends Senses, qui a été diffusé en 3 films, je crois, chez nous en France, à Même l'origine, 5. c'est une mini-série en fait. C'était pour la TV et donc en fait, c'était soit un pack le film dure en ancienneté 5 heures, soit il est morcelé en épisode. Donc tu vois, ça dépend aussi. On pourra peut-être se poser les questions aussi de la diffusion des œuvres. Et pour prendre un autre média qui est la musique, quand tu prends la musique, ben, quand ça passait à la radio, la plupart du temps, ils faisaient des chansons. D'ailleurs, il y avait des radio edits qui étaient entre 2 minutes, 3 minutes, tu vois, 4 minutes. Ah, Mais tout à fait. c'est assez court. Et maintenant, et je lisais un article récemment, je sais plus qui en avait parlé, peut-être France Inter ou je sais plus qui disait que, en fait, dans les services de streaming, puisque le streaming c'est très important pour la musique maintenant, et bien même les créateurs, tu vois, les artistes, ils font des chansons de 3 minutes et ils disent il faut limite enlever l'intro ou que l'intro soit assez courte parce que comme tu as des services qui te proposent d'écouter les 30 premières secondes, il faut que tu accroches directement. Donc l'intro, il faut que le couplet arrive limite, le refrain arrive limite en fait au bout de 25-30 secondes pour que soit accrocheur et qu'en fait la chanson soit pas trop longue, comme ça on la met en repeat et ça fait vachement plus d'écoute. Donc tu vois, en fait c'est là on voit l'industrie qui rentre et qui en fait modifie même la manière de la consommer et ou de la percevoir ou tout ce que tu veux, tout ce qui est les œuvres d'art, mais les créateurs, les créatrices en elles-mêmes, de les faire, tu vois. Et donc voilà, le jeu vidéo, c'est vrai que c'est un peu à part, ça sera peut-être le côté inverse pour le jeu vidéo, ça sera pas une réduction, peut-être un rallongement, mais voilà, tu vois, les séries, le fait que... Les séries, en fait, les séries télé, c'est qu'un prolongement de ce que tu avais par exemple pour les feuilletons, c'est hyper vieux le feuilleton, je parle des romans feuilletons, hein, donc c'était 19e siècle, 1850, par là. Ben, les Balzac, on dit c'est hyper long, Balzac c'est chiant, Balzac, ou les romans pour un truc un peu plus fun. Désolé pour les gens qui nous écoutent qui adorent Balzac. Mais pour les trucs un peu plus fun, mettons les Trois Mousquetaires par exemple de Dumas, et après t'as la suite et tout ça. Le troisième volume des Aventures Trois Mousquetaires, le Vicomte de Bragelonne, il fait 3000 pages, mais il a été imprimé, publié en feuilleton. Donc c'était vraiment quelque chose qui te permettait d'accrocher le lecteur, et c'était morcelé. Donc maintenant quand on le voit c'est des gros pavés, mais à l'époque les lecteurs c'était dans un journal. Et en fait, c'est comme les romans de Dickens, et ben, il les suivait comme ça. Et les séries, c'est un peu un peu la même chose. D'ailleurs, je crois que c'est Dickens qui a créé le concept du cliffhanger, en fait, pour accrocher la personne pour le prochain feuilleton. Donc, il y a ça aussi dans notre manière de faire. Et pour rejoindre quelque chose que tu as employé par rapport au cinéma, j'avoue, je vais beaucoup moins au cinéma. Et c'est vrai que maintenant, un film qui est assez long, même pour des raisons de confort, je préfère le voir tranquille chez moi, en fait, tu vois, que de le voir en salle pendant 3 heures. Et c'est dramatique, mais c'est comme ça. Mais après, la longueur, en tout cas, je pense pas que la longueur d'une œuvre soit corrélée, qu'il y ait une corrélation avec le rythme. Il peut avoir un rythme très mal fichu et qui est vraiment une impression de longueur sur des œuvres courtes, et vice versa, ou même des films que j'adore. Moi, il y a un film qui dure 1h30 que j'adore, c'est In the Mood for Love. Je me rappelle quand je professais mon amour de In the Mood for Love quand j'étais à l'IUT, donc ça fait une quinzaine d'années en arrière. Je me rappelle d'une fille qui m'avait dit attends, ce film hyper chiant, hyper lent, où les mecs ils mettent 3 heures à monter un escalier à fumer une clope. Et j'étais là, mais. Et en fait, le film dure 1h30. C'est vrai que c'est un sacrilège. Mais non, mais voilà, le film ne dure que 1h30. Et donc voilà, donc la longueur, c'est quoi? C'est ça, c'est le temps. Le temps est relatif. C'est qui? C'est Einstein qui disait ça. Mais c'est tout à fait ça, cette perception du temps. Et je pense qu'en fait, on se met peut-être plus des barrières avant d'entrer dans une œuvre en disant ah mais là ça va prendre du temps. Mais quand on y est finalement, comme disait Anthony, c'est ce qu'elle va nous proposer, ce qu'on va y ressentir et comment on va y être mis. Et ça, moi je me rappelle quand j'ai découvert Barry Lyndon. Dernier exemple, je vais donner avant de vous laisser la parole, mais Barry Lyndon, j'ai découvert Barry Lyndon, le film il dure je crois 3 heures, un truc comme ça,
mais j'ai pas vu passer le temps. J'étais absorbé par cet univers et tout ça, et c'était fantastique. Alors que le même Kubrick sur 2001 c'est d'espace, j'ai beau trouver que c'est un chef-d'œuvre. Je conçois que c'est un chef-d'œuvre, mais j'en peux plus quoi en fait. J'en peux plus de ce film-là. J'ai mis 3 fois pour aller jusqu'au bout. Et bon, la première fois, j'avais une gueule de bois. C'était après une soirée étudiante, donc ça aide pas. Mais j'ai mis 3 fois pour le faire. Et j'ai vachement de mal. Et je vois en quoi c'est bien, mais je peux pas du tout ce film. Et il est pourtant plus court que Barry Lyndon. Donc effectivement, c'est une question de sensibilité. Mais il y a quand même beaucoup je pense maintenant, on est quand même inconsciemment et contre notre gré, on est quand même piloté par certains formats qu'on nous a imprimés et auxquels, en fait, sans s'en rendre compte, on accorde peut-être trop d'importance. Et ça, c'est l'industrie qui fait ça, mais c'est nous aussi qui l'engraissons cette industrie. Donc, bon. Ouais, il y a 2-3 points vachement intéressants dans tout ce que tu viens de dire. Le premier, c'est effectivement que les formats qu'on nous propose, et on va dire l'industrie mainstream, dicte quand même un certain format et permet à un certain format de prospérer par rapport à un autre. Quand bien même ça, c'est vrai que c'est surtout par rapport à l'industrie, au flot principal de l'industrie. Et heureusement, autour, il y a toujours une galaxie d'œuvres plus indépendantes, on va dire, qui vont s'affranchir un peu de la forme pour nous proposer soit des trucs au format plus court ou au format plus long. Mais effectivement, dans l'ensemble, ça permet de créer une espèce de consensus autour d'une certaine durée. Mais ce que tu dis ensuite, qui est encore plus intéressant, c'est que finalement, ces barrières-là qu'on se met sur la durée de quelque chose, c'est que des trucs qu'on se dit a priori. Et en fait, une fois qu'on a pris le temps de se dire, allez, on se pose devant cette œuvre-là et on va la regarder, on va la découvrir, finalement, la notion de temps, elle disparaît. Et je crois qu'il y a quelque chose qui m'a surtout interpellé dans tout ce que tu as dit, c'est à quel point on segmente parfois les œuvres ou les sagas, tu vois, les œuvres plus longues, pour en fait en faire des séries, pour en faire quelque chose de régulier, de routinier. Et je crois que ça joue énormément sur la perception et surtout la perception qu'on peut avoir d'une œuvre et surtout le sentiment qu'elle laisse quand cette œuvre-là arrive finalement à sa fin. Et je crois que Benji a un exemple tout trouvé pour illustrer cette affirmation-là. Et en plus, c'est une série qui lui tient pas mal à cœur. Oui, pardon. Je t'ai fait une transition un peu sauvage, mais je crois que c'était bien. Benji s'est endormi. Non, mais attends, c'était fantastique. Et l'autre, il est là, il était parti. Il était parti. Ah ouais, non, mais je m'y attendais absolument pas. Mais non, mais moi je vous écoutais, j'étais à fond dans ce que vous écoutiez. Non, mais en fait, lui, il participe pas, il écoute le podcast, tu vois, il est Ouais, c'est le présentateur, toi. Il est juste là pour Ah, mais s'effacer tu vois, derrière nous. je t'ai tendu une énorme perche avec un drapeau Supernatural dessus, et toi tu fais ah Ah non, mais pardon. Je vais prendre la perche en route. Vas-y. Saisis ma perche. Titre. Après, oui, en effet, il y a des exemples d'œuvres qui auraient pu s'arrêter bien avant leur fin telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et il y en a tout un tas de ce genre d'exemples. Et là, je pense notamment à Supernatural, qui aurait pu se terminer à la fin de la saison 5, au vu de tous les enjeux narratifs qui se concluaient à la fin de cette saison-là. Et pour autant, derrière, il y a eu 10 saisons supplémentaires. Ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des choses à raconter. Alors, est-ce qu'il y avait un aspect pécunier derrière, ou est-ce que c'était plus l'envie de l'équipe de vouloir continuer cette histoire? À titre personnel, pour Supernatural, je pense que c'est plus l'équipe qui voulait continuer cette histoire, car enfin, pour les grands fans de Supernatural, on sait tous que la SPN Family est un groupe très soudé, très fort, et je pense qu'il y avait un tel amour envers les personnages et l'histoire qu'ils ont voulu continuer derrière. Mais ça peut pas marcher à tous les coups, ce genre de choses, parce que là, il y a un contre-exemple, moi, qui me vient directement à l'esprit, et j'ai beau adorer cette série, c'est La Casa de Papel, qui aurait pu se terminer au bout de son premier braquage, parce que tous les enjeux narratifs étaient clos, on avait tous les personnages qui avaient fini leur arc narratif, et on aurait très bien pu s'arrêter là. Malheureusement, ou heureusement pour certains, derrière, quand la série a été rachetée par Netflix, on sent un espèce de
d'aspect pécunier, là, par contre, qui vient s'attacher à ça, Non, tu et penses donc, certains, qui, où les producteurs ont voulu justement tirer beaucoup plus sur la corde, et proposer un nouveau braquage, qui, derrière, à mon sens, a beaucoup moins d'impact émotionnel, malgré le côté forcé de l'émotion pour certains épisodes, pour certains arcs et autres. Mais à titre personnel, j'ai trouvé ce second braquage moins puissant que le premier. Bon, après c'est encore une fois une perception de chacun, et là encore on est sur cet aspect de longueur. Est-ce que la série n'aurait pas mieux fait de rester sur ces 2 ou 3 parties? Je sais plus comment ça se compte avec La Casa de Papel, c'est un bordel. C'est vrai qu'ils font des parties dans les saisons dans les parties. C'est ça, c'est un bordel sans nom. Mais est-ce qu'il aurait pas fallu s'arrêter au premier braquage qui était suffisant à la série? Tout comme pour Supernatural, est-ce qu'il ne fallait pas s'arrêter à la fin de Lucifer et tous les arcs narratifs qui étaient clos à la fin de la saison 5? Encore une fois, c'est là l'engagement de chacun et l'engagement que les personnes veulent donner à une série, à un film, ou même des sagas de films. Parce que malgré tout, on parle de longueur, mais les films fonctionnent aussi maintenant énormément par saga. On pense notamment à Marvel avec sa saga de l'infini, avec ses 3 phases de 23 films, pour arriver à une conclusion et lancer derrière 2 nouvelles phases pour 2 nouvelles histoires, etc. etc. Je pense aussi à la trilogie Matrix, ou la première trilogie Star Wars, parce que derrière on retrouve cet aspect pécunier qui est que les créateurs ont une idée derrière la tête, ils savent vers quoi ils veulent aller. Ils savent aussi que pour raconter leur histoire, il leur faudra plusieurs films. Et c'est aussi pour ça que pour les sœurs Wachowski, ça s'est passé, c'est-à-dire que quand elles ont proposé le premier film Matrix, elles avaient déjà en tête les suites pour arriver à cette trilogie que l'on connaît aujourd'hui, et bientôt quadrilogie, mais ça, c'est une autre histoire. Et la suite de ce premier film n'a pu voir le jour seulement grâce à l'impact qu'a eu les films sur les spectateurs, et donc l'argent que cela a engendré. Star Wars, ça a été la même chose. Le premier film Star Wars, donc le 4e, n'a pu donner ses suites seulement grâce au fait que le film a défoncé tout ce qu'il fallait au box-office à l'époque, et derrière, effectivement, George Lucas, bon, c'est pas lui qui les a réalisés, mais a pu proposer ses suites en tout cas, pour derrière avoir une œuvre complète sur la longueur, avec maintenant 9 films, et des spin-offs et des machins et des trucs. Est-ce qu'on est tous prêts à s'investir émotionnellement dans une œuvre complète, dans une saga complète, dans une série complète, dans un jeu, ou même plusieurs jeux qui font une saga, pour finalement allouer autant de temps à tout ça? Est-ce qu'on, au jour d'aujourd'hui... Ah, non, quelle horreur. Désolé, parce que ça, c'est chez moi, C'est honteux. c'est banni. Ça, c'est un scandale. Au jour d'aujourd'hui, Ah, c'est non, banni. mais Tu l'as su, tu t'en es rendu compte. Juste toi-même. aujourd'hui, quoi. Ah oui, c'est ça. Est-ce que aujourd'hui, on est tous prêts à ça? Moi, je sais que, pour ce qui est du jeu vidéo, je suis prêt à donner plus de 100 heures à partir du moment où je suis ultra attaché au personnage, à partir du moment où l'histoire m'accroche, et quitte à laisser de côté tout un tas d'autres jeux auxquels j'aurais pu jouer, parce que ce premier jeu ne dure 100 heures, et alors que j'aurais pu jouer à plein de petits jeux qui durent 5-10 heures, eh bien moi, je suis prêt à faire cet effort, si on peut parler d'effort, parce que c'est mon intérêt envers la création, envers le créateur, et envers ce qu'il a envie de raconter, qui m'importe plus que le temps que j'ai réellement à disposition. Ouais, non, mais je pense que tu vas. Le problème sur le cinéma, c'est que t'analyses ça avec beaucoup de recul. Enfin, tu prends l'exemple de Star Wars, en réalité, beaucoup de monde a découvert ces films-là au fil de leur sortie.
Donc pour moi, on peut pas vraiment parler à l'époque, à cette époque, on pouvait pas vraiment parler de saga qui demande un temps fou, bien sûr. Si aujourd'hui tu te refais les 9 films, c'est très long. Mais c'est des films qui ont été vus au fil de l'eau. C'est pareil pour les Marvel. Beaucoup les ont découverts en salle, film après film. C'est pas, à mon sens, c'est pas des choses qui demandent un temps monumental. Même si on peut le voir, effectivement, sur les derniers Marvel qui tapent plus de 2 heures, 2 heures et demie, quasiment 3 heures. Où là, c'est encore une autre question sur le cinéma, sur laquelle je reviendrai peut-être après. Et encore, non, on peut même en parler maintenant, remarque. Puisque... si vous voulez, moi, j'ai le sentiment d'un truc qui ressort un peu de ce que disait Benji, c'est que au-delà même de la notion d'œuvre, la notion de système autour de la production culturelle et des stratégies, on va dire, de ces grands producteurs qui nous bombardent de contenu, c'est un peu une espèce d'économie de la rétention finalement, ne serait-ce que pour nous garder dans un univers bien précis et continuer à nous vendre des choses en rapport avec cet univers, on va envoyer énormément soit de films, soit d'épisodes de séries, soit c'est vrai pour le cinéma qui nous fait des sagas qui ne s'arrêteront probablement que lorsque les gens arrêteront d'aller voir, le contenu qu'elles proposent, tu vois? Typiquement les Marvel, je sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais ça durera tant que ça durera, tant que les gens iront voir. Bah oui, là-dessus, en fait, ça a été analysé d'une manière très fine par un ancien directeur, président même de TF1, qui parlait du temps de cerveau humain disponible. Et c'est des choses qui alimentent, je crois que c'était Patrick Lelay qui disait ça, c'est des choses qui alimentent en fait toute la stratégie des studios hollywoodiens actuellement, et encore plus spécifiquement des plateformes de streaming. Je sais plus qui en a parlé, je crois que c'était Denis, qui disait que c'était fait pour qu'on enchaîne parce que il passe les crédits, etc. Netflix a réduit le temps d'attente entre deux épisodes. Il y a quelques années, c'était 15 secondes, maintenant c'est 5 secondes. En fait, toutes ces sociétés-là cherchent justement à capter l'attention, à trouver comment capter l'attention pour garder, on retombe sur du pieux, pour garder en otage le spectateur, pour pouvoir continuer à lui vendre ces trucs. Et Marvel, c'est là-dessus qu'il joue. C'est ça, et puis même, ça s'arrête pas juste à l'industrie du cinéma. On ne peut pas trop être passé à côté de tous ces jeux vidéo qu'on appelle les jeux services maintenant, qui développent une quantité assez phénoménale et assez impressionnante de mécaniques pour justement garder les joueurs, les joueuses accros au jeu le plus longtemps possible, en fait, en leur donnant des récompenses quotidiennes s'ils viennent se connecter régulièrement et faire quelques missions. Ouais, tout à fait. Et en fait, ça crée des jeux sans fin, a priori, et on se rend pas bien compte que c'est des jeux très longs au final parce qu'on y consacre beaucoup de temps. Mais parfois, voilà, on se rend même pas compte que regarder un film de 3 heures, finalement, par rapport à tout le temps qu'on consacre à un jeu quotidiennement, c'est pas grand-chose, en fait. Et le fait de segmenter et vraiment de compartimenter les expériences, finalement, moi, ça me donne l'impression que j'ai l'impression que l'esprit humain est pas très calibré pour pouvoir tenir aussi longtemps, tu vois, une œuvre de plus de 3 heures, 4 heures sans avoir une pause au milieu. Et quand bien même il y a des gens qui binge-watch les séries, en fait, le fait qu'elles soient segmentées, compartimentées en chapitres, ça permet à chaque fois au cerveau de se reset et de passer à autre chose et à se relancer dans l'épisode suivant, par exemple. Et je crois que les industriels ont très très bien compris ça et utilisent ça aujourd'hui avec brio pour nous proposer des choses toujours plus longues, mais toujours mieux compartimentées, j'ai envie de dire. Ouais, mais ça, justement, tu parles de est-ce que le cerveau est pas calibré? Non, mais le cerveau, il est pas calibré ou est-ce qu'on l'a pas calibré ou on l'a calibré différemment? C'est pas pareil. La question se pose effectivement. Parce que, en fait, finalement, le truc qu'il y a, c'est que je suis producteur, je veux vendre mes films, mes jeux et tout ça. Alors, les jeux as a service, c'est différent. Mais c'est pour ça, le jeu vidéo, on pourrait peut-être faire un focus après vraiment sur le jeu vidéo parce que c'est peut-être un peu différent, même s'il veut copier des fois le cinéma par d'un côté ou d'autres industries, il est un peu à part. Mais si tu prends les films et tout ça, un producteur comme Marvel par exemple, il préfère en fait, je dis Marvel, mais ça peut être d'autres, ou même les séries que tu as sur Netflix et d'autres services de streaming. Il préfère que tu t'enchaînes plein de séries différentes, donc il va te vendre, parce qu'il te vend quelque part, hein, et il va te faire consommer beaucoup plus de produits qu'un film de 4 heures. Ça lui revient à un film de 4 heures, c'est pas assez pour lui. Donc en fait, je pense qu'on a pris une habitude, mais c'est une question d'habitude, c'est pas une question de potentiel du cerveau ou de notre attention ou de quoi que ce soit. Finalement, tu vois, quand on est happé par quelque chose, ça peut durer longtemps et c'est pas un souci. C'est juste que c'est une question
En fait, c'est même pas, c'est de se lancer quelque part. C'est quand il y a après, bon, ben, parce qu'après, on va ressentir différemment, peu importe la durée, la durée d'une œuvre. Le jeu vidéo, ça sera vraiment différemment. Ils ont tenté en plus le jeu vidéo, puisqu'on a eu, il y a eu quand même toute la période justement aussi du morcelage avec ben, les Telltale ou même les premiers Life is Strange, qui Ouais, par mais exemple. là, ils allaient chercher sur le mode de production des séries télé, parce que c'est au moment où le streaming a explosé. Exactement, et tu vois, et en fait, c'était épisodique. Alors, le problème, c'est qu'entre chaque épisode, en fait, finalement, il se passait beaucoup de temps parce que des fois, il Oui, voulait non. aussi attendre les retours des joueurs pour des fois un peu impacter les choses et tout ça. Donc, c'était un peu plus chaotique. Mais finalement, ça disparaît de plus en plus le côté épisodique. Et d'ailleurs, la preuve, le dernier Life is Strange qui vient de sortir, et donc vous retrouverez, c'est un Ouais. teasing sauvage et pas très subtil, la critique la semaine prochaine probablement. Eh bien, il est encore morcelé cette fois-ci en chapitres. Ils ont été malins, ils n'ont pas appelé ça épisode, chapitre. Mais en fait, c'est une œuvre complète et donc elle est chapitrée. Alors que les anciens jeux sortaient vraiment de manière épisodique, un épisode, même s'ils avaient réduit le temps entre chaque épisode. Mais voilà, il y avait ce côté-là. Donc le jeu vidéo aussi en revient un petit peu. Et après, donc c'est ça, c'est une espèce de grand écart, comme je disais en début d'émission, entre certains formats longs, des formats courts. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, je crois que c'était même Anthony, quand il a parlé du RPG chinois, il disait, ouais, c'est un jeu assez court qui se fait en 15 heures et tout ça. Ou même toi, Clément, ou c'est Benji qui parlait, oui, je préfère jouer, c'était Benji qui disait, je préfère jouer à un jeu de 100 heures qui va me happer que des petits jeux de 10 heures. Mais moi, déjà, 10 heures dans un jeu maintenant, alors qu'avant, j'adorais passer plein de temps, ben, c'est déjà une durée que moi je trouve moyenne. Enfin, j'appelle pas ça un jeu court 10 heures, moi, maintenant, tu vois. Pour moi, investir 10 heures dans un jeu vidéo, d'autant qu'en plus j'aime vraiment les jeux qui sont quand même vraiment axés sur la narration et quoi qu'on en dise, à part d'être vraiment doué, plus ça dure longtemps, même si t'as des quêtes différentes que tu veux, ça se dilue quand même, parce que la narration. Mais justement, c'est Je vais intéressant pas... de voir. Ouais. Ouais, et d'ailleurs on pourrait parler par exemple des RPG, c'est même pas des RPG, mais ça s'apparente maintenant à des RPG Ubisoft, et je crois qu'on parle souvent en off, par exemple de Assassin's Creed Odyssey, qui a des super bons moments narratifs, mais c'est tellement dilué dans le jeu que ben, forcément que en fait on te met tellement de choses aussi par peur que tu t'échappes. Et c'est là on revient à ce côté un peu otage aussi. On te met tellement de choses par peur que tu t'échappes que des fois finalement entre le vouloir l'espèce de complétion, le fait de la peur de rater des choses, puis des fois d'être submergé par des choses de pas te laisser le temps de te... Tu vois, si Ubisoft avait réalisé en fait Blade Runner 2049, t'aurais des acteurs PNJ qui seraient venus dans tous les sens faire chier Ryan Gosling, et en fait t'aurais pas du tout aimé le film. Ils auraient dit, hey Gosling, tu veux pas aller me récupérer 3 trucs là-bas, et en fait il aurait jamais été jusqu'au bout du truc, en fait. Ouais. Et ça aurait été horrible. Et c'est une analogie dégueulasse, c'est un procès d'intention que je fais à Ubisoft, mais voilà quoi, ne Ouais, il faites mérite. pas de... Et ils vont faire des séries et tout ça, mais bon, bah écoutez, j'espère que ça sera bien, mais on verra. Mais voilà, tu vois, il y a vraiment ce truc-là dans le jeu vidéo où la durée vraiment est. Et je fais partie des gens qui va regarder maintenant, il y a des sites type How Long to Beat où ils mettent en fait en moyenne, c'est que les des autres. moyennes, combien de prendre un jeu. Et bien moi j'avoue que maintenant, avant de me lancer dans un jeu, à part si c'est un jeu que j'attends vraiment, il y a des jeux que j'attends vraiment, peu importe le temps, je m'en fiche, j'y vais. Mais certains jeux qui m'intéressent, mais avant de me lancer, parce que je fais partie des joueurs en plus qui ne jouent qu'à un jeu en même temps, j'alterne pas les parties. Si je me mets dans une œuvre, je m'y mets jusqu'au bout, tout le temps, partout, pour tout type de médias. Et ben voilà, si je dis, ah non, celui-là il faut 40 heures, ben là je peux pas me mettre 40 heures là à l'instant T. Celui-là il fait que 5-6 heures, ou il fait que 2-3 heures, encore mieux, ben je vais dedans. Et après, j'aurais peut-être pas une impression qu'il aura duré longtemps en cours. Hein. Firewatch il se fait en 5 heures, et c'est un jeu, mais moi je peux m'y perdre dedans, et voilà quoi, pour moi c'est la vie quoi. Et il y a des jeux qui durent 30 heures ou 40 heures, des jeux Ubisoft, et je peux pas leur taper dessus, ben je passe un bon moment, et des fois je me dis, ou des jeux Rockstar Games, par exemple les GTA, ben j'ai jamais fini un GTA parce que je m'amuse un petit peu, puis au bout d'un moment je suis là, ouais ça m'emmerde. Ouais, Et mais- c'est pas contre le jeu, c'est une perception, je dis pas que c'est pas bien ou pas, enfin moi j'ai mon avis, mais on s'en fiche. Mais c'est une perception, donc il y a vraiment ce truc là, et je crois que le jeu vidéo par rapport à ça, justement il veut aussi garder, en fait il veut garder les joueurs, et je pense qu'il y a des techniques encore plus... c'est les mêmes techniques, mais je pense qu'elles sont peut-être encore plus agressives. Mais ouais, c'est quelque chose la question se pose, et donc voilà, et donc comme tu disais Clément, c'est a priori, c'est vraiment avant de s'y mettre en fait qu'on a ces résistances en fait, ou Ouais, c'est ces Ouais, ces hésitations, questionnements ouais, voilà. autour de combien de temps ça pourrait nous prendre. Et c'est ça qui est vachement paradoxal, parce que finalement, les gens qui ont du mal à se lancer dans une série enfin dans un film qui peut durer 3 heures, derrière, ils sont prêts à binge-watcher une série pendant 8 heures. Ouais, mais comme disait Anthony par rapport alors, il prenait le cas des genres dans le jeu vidéo, mais c'est parce qu'en fait, inconsciemment ou par habitude, en fait, on ne considère pas la durée par rapport à un type de média
équivalente à la durée par un autre type de média, tu vois. On va pas se dire... Un Bien jeu, sûr. en fait, par exemple, on te proposerait de jouer... mais je vais prendre un jeu, t'es à Gone Home. C'est un jeu Gone Home qui dure 2 heures. Et non, faudrait que je prenne un jeu plus long d'ailleurs. Au contraire, mais genre un jeu qui est considéré comme assez court. Donc mettons, j'ai parlé des The Order 1886 qui dure 8 heures. C'est un jeu court et tu dirais bon, il est assez court, je peux le faire. Et on te proposerait faire ça, donc tu vas considérer comme court parce que entendu qu'il est court tout ça. Ou alors un film qui dure 2h30 mais que tu vas ou 3 heures que tu vas trouver long, mais peut-être que tu dirais je préfère jouer à ce jeu vidéo là alors que en temps effectif, il prend plus de temps, mais dans la manière dont tu le considères parce que le média est différent, tu penses que c'est plus court et donc ça, enfin, tu vois, il y a ce côté un peu vraiment pernicieux où en fait tu le envisages pas pareil. Donc une série finalement, tu vois, les sitcoms c'est ça, c'est quoi, c'est 20 minutes, et bien des fois tu vas binger, tu vas regarder plein d'épisodes de sitcoms de 20 minutes ça va te faire la soirée, mais en fait tu auras passé quoi, je sais pas, si tu auras regardé 6-7 épisodes, ça t'aura fait plus de 2h20, alors qu'en fait quand tu as hésité avant de te lancer le sitcom, tu dis bah c'est assez court, je vais me faire ça pour ce soir, tu as hésité avec un film qui durait 2h10, et donc quelque part c'est plus court, mais ça pas du tout inconsciemment t'as pas le même rapport à ça quoi, tu vois, et je pense que c'est quelque chose qui vient comme disait Clément, c'est une question de calibrage de cerveau, de temps de cerveau et puis de calibrage de cerveau, mais c'est pas que c'est le cerveau qui ne peut pas en fait, c'est vraiment que c'est nous par habitude qu'on nous a habitués et on s'est laissé habituer ou on s'est habitué nous-mêmes à faire ce genre de choses là, et après l'industrie joue ou non en fonction de ça pour vendre ses produits parce que c'est ce qu'ils en font, ils en font des produits même si c'est de la culture, ce que tu veux. Et forcément faire de l'argent parce que sinon, quand bien même je suis à fond pour les créateurs et les créatrices, hein, ben forcément, malheureusement, même s'il y a des plateformes qui permettent un petit peu de pouvoir vendre tes œuvres par tes propres moyens, enfin, faut pas se leurrer, la grande majorité du temps, malheureusement, la société est faite que on doit passer par ce genre de distributeur qui ne crée rien, qui vend juste du service, mais qui fait le plus d'argent. Donc c'est comme ça. Ouais, bah, c'est pas mal ce que tu viens de dire, parce que ça nous amène doucement à la conclusion de cette émission pour qu'elle reste dans des délais raisonnables. Et si je devais tirer quelques grandes lignes de ce qu'on a dit, en fait, je pense qu'on pourrait dire d'abord que la perception de ce qui est court ou long, ça dépend à la fois du temps qu'on a alloué à ses loisirs ou à la culture, mais aussi du médium envisagé et aussi des formats privilégiés par l'industrie. Que tous les questionnements qu'on pourrait avoir vis-à-vis de la longueur d'une œuvre, on se les pose surtout en amont, mais une fois qu'on a franchi le pas et qu'on est dedans, ben, finalement tout ça, ça se révèle assez superflu. Et enfin, s'il fallait une phrase pour conclure tout ça, ce serait que toutes les œuvres ont quelque chose à proposer, quelle que soit leur longueur, et qu'au final, plutôt que de juger une œuvre sur sa durée, peut-être faudrait-il le faire sur l'expérience qu'elle propose avant tout. Sincèrement, je pense que c'est peut-être la meilleure moyen de s'y confronter, se les approprier. Et puis je pense que c'est une question qu'on peut tous se poser, toutes et tous se poser. Et donc, tous les auditeuristes qui nous auront écoutés pour ce podcast, qui n'hésitent pas aussi à venir nous parler de leurs propres expériences aussi, que ce soit sur le Discord, que je suis sûr que Benji va rappeler, ou on peut nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Discord, tout ça, donc ça je vais lui laisser dire. Mais voilà, qu'on puisse échanger et voir chacun et chacune notre propre rapport qu'on a aux œuvres, à leur durée, mais surtout voilà, ce qu'on ressent, le plus important c'est la façon dont on perçoit les œuvres et après la façon dont on veut échanger autour de ces œuvres-là. Et c'est le dialogue qui est important, et c'est pas la durée d'un dialogue qui soit court ou long, en fait c'est sa consistance et c'est comment en fait il résonne après en nous et chez les autres. Écoute, je pense qu'on ne peut pas faire bien mieux comme conclusion. En effet, n'hésitez pas à retrouver du coup Podculture sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou même sur Discord, et bientôt sur d'autres plateformes, et cette fois vidéo. Et vous pouvez aussi évidemment nous retrouver sur Twitch. Comme vous avez pu le voir, nous venons de lancer la chaîne tout récemment, la semaine dernière, si je ne me plante pas vis-à-vis de la diffusion de ce podcast. Et donc n'hésitez pas à nous retrouver sur tous ces réseaux sociaux là. N'hésitez pas à venir discuter avec nous sur Discord. On se fera un plaisir d'échanger et aussi bien nos avis que sur d'autres sujets d'actualité ou non. Et évidemment, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, à vous remercier de votre écoute pour ce premier épisode de la saison 2 de Podculture, le podcast. Et je vous dis à tous, ciao! Bye bye! Salut!